Bonjour Dominique Fischbach, vous êtes auteure et réalisatrice et vous faites votre premier documentaire en 2000 intitulé Les voisins. Après un excellent accueil, vous poursuivez avec l'émission Striptease avec des courts, longs et moyens moyen métrage et long métrage, tout à fait. Vous travaillez sur des documentaires par la suite avec Canal+, France TV et Arte et vous abordez des thèmes tels que la multiculturalité, les femmes, la migration et ici, le handicap et la famille. Dans ce nouveau documentaire « Elle n'entend pas la moto » qui sort le 10 décembre au cinéma, on est ravis de vous accueillir ici et on a eu la chance de pouvoir le voir en avant-première et je voulais vous dire que votre travail m'a assez surprise, émue, mais surtout donné de l'espoir. C'est l'effet que ça m'a donné en sortant de cette projection. On découvre la famille Altazan, donc à la veille d'une célébration familiale, où Manon, une jeune femme sourde, rejoint ses parents en Haute-Savoie, perdue dans les Alpes. L'histoire du clan se redéploie entre archives familiales et images filmées par vous pendant 25 ans. Porté par la force intérieure de Manon, le film trace un chemin d'épreuve et de résilience. La parole émerge enfin là où le silence a longtemps régné. La première question que je voulais vous poser, c'est quelle est votre relation avec Manon avant ce film et du coup après ce film? Alors en fait c'est une relation longue, puisque j'ai connu Manon petite fille, donc elle avait 10 ans, et je cherchais à l'époque, je travaillais pour l'émission Striptease, et je cherchais une famille avec un enfant porteur de handicap, parce que je me disais que ça allait exacerber les relations intrafamiliales, et que donc ça me permettait de parler de la famille. La famille, c'est quand même mon grand thème. Et je suis arrivée par connaissance lointaine chez eux, et j'ai flashé sur cette petite fille, vive, dynamique, rebelle, drôle, en même temps qui traversait un moment très compliqué pour elle, parce qu'elle devait renoncer à sa passion, la gymnastique, parce qu'elle avait un implant et que les médecins lui disaient d'arrêter. Il y avait tout ce qu'il fallait pour faire un film en cinéma direct, puisque c'est mon écriture, c'est-à-dire des films en immersion, sans commentaires, sans interview, où en fait on utilise exactement les mêmes procédés que la fiction dans la dramaturgie, avec la scène d'exposition, le rebondissement, un début, un milieu, une fin, quoi. Mais en prise directe, donc avec des personnes qui deviennent des personnages. Donc c'est une relation d'amitié. D'amitié maintenant. D'amitié au long cours, d'amitié avec elle, avec ses parents, avec sa sœur, avec son frère. L'amitié, oui, c'est-à-dire à la fois très empathique, et en même temps, je suis comme ça avec mes amis, j'aime bien savoir un peu qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils traversent. Évidemment quand ils ont envie d'en parler. Ils ont été de plus en plus confiants, donc ils avaient vu mon regard à travers mes films, donc ils étaient en confiance. Et sur le dernier film, je leur ai proposé de faire un film cinéma, puisque je me disais que toute cette matière que j'avais accumulée permettait une temporalité large. Très large. Et ils m'ont confié leurs archives familiales aussi. Et là, j'ai trouvé dedans des pépites, parce que c'était pas du tout les archives familiales que je pensais avoir, c'est-à-dire des plans un peu bateaux sur des fêtes de famille, mais vraiment des petites scènes avec des moments clés, comme les opérations, l'orthophonie. Je me suis dit, là, en fait, c'est un film que j'aimerais aller voir. Donc moi, je fais des films que j'aimerais aller voir, en fait. Mais je trouve que donc, je me suis dit, voilà, avec toute cette matière, ça peut passer la rampe cinéma. Le documentaire au cinéma, c'est pas non plus gagné. Il y a une démarche différente de la part des spectateurs. J'avais envie de porter cette histoire au cinéma, parce que pour moi, le cinéma reste un lieu de rencontre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où chacun est équipé dans son coin, et on se réunit pas, on se rassemble plus. Voilà, on ne partage plus de moments ensemble. Et je pense que la vision que vous avez eue du film en projection de presse vous a permis aussi d'apprécier vraiment le film, puisque vous étiez complètement enfermés, on était tous ensemble, dans cette bulle-là. Voilà l'histoire de cette aventure qui s'appelle « Elle n'entend pas la moto ». Tout à fait. Et quand j'utilise ce terme, et vous vous immiscez dans cette famille, mais je le vois plus dans le sens où vous partagez en fait votre quotidien et leur quotidien. Donc, comme vous dites, il y a beaucoup d'images d'archives. Comment vous avez construit le film? Est-ce que vous êtes parti de ces archives-là
Ou est-ce que vous êtes parti d'autre chose, plutôt d'un constat, plutôt de... Bon, d'abord, j'ai tout regardé. Toutes les archives? Toutes les Les archives, 80 heures, quelque chose comme ça, les c'est ça? 80 heures, mes archives de mes films, le tournage au présent aussi. Enfin voilà, il y a eu un long dérochage. Mais j'avais aussi réfléchi avant de tourner au présent à une forme, enfin voilà, au début, à la fin. Enfin, j'avais quand même déjà un peu Une vision structuré un peu le film. Mais en fait, ce que j'aime le plus, c'est les surprises. C'est-à-dire que si je pratique ce cinéma-là, c'est que je cherche à ce que je sois surprise par le réel. Et c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime, c'est que à la fois il faut de la maîtrise pour organiser tout ça, mais il faut aussi du lâcher prise, enfin il faut se laisser porter par... Voilà, il faut laisser les personnes. En fait, il faut se mettre au rythme des personnages qu'on filme et choisir les bons moments pour aborder les sujets aussi en fonction de l'état d'esprit, du temps, du feeling. En fait, c'est beaucoup de feeling. En fait, c'est beaucoup de sensibilité. Et puis rester quand même dans une machine qui est la machine du cinéma, l'image, le son, les contraintes. Qu'on a de météo, de bruit. C'est un espèce de double cerveau comme ça, à la fois intuitif et puis organisé. Et puis il faut s'adapter, enfin, c'est ça aussi le documentaire, c'est s'adapter vu qu'on est un peu... On va dire que le sujet, c'est aussi le moteur de ce que vous allez faire aussi, parce que vous ne pouvez pas anticiper des fois certaines choses qui vont se passer. Et c'est justement une scène, moi, qui m'a marqué, plusieurs scènes, où on voit Mathéo, donc le fils de Manon, qui se reconnaît dans des vidéos ou dans des photos, en voyant, donc c'est Maxime sur les photos, donc le frère de Manon. Et vous, ça a été quoi du coup votre, mais aussi si vous pouvez nous partager les réactions aussi de tout le monde face à ce geste en fait. Enfin la ressemblance Tout à fait, exactement. entre Mathéo et Maxime, c'est deux petits garçons blonds aux yeux bleus, donc c'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup, mais je ne voulais pas appuyer dessus non plus. Okay. Parce que je ne veux pas charger Mathéo du poids de son oncle. Bien sûr. Mais en fait, c'est là, c'est-à-dire que c'est quand même là. Et ils le disent, eux. Donc, c'est pas moi qui ai trafiqué, voilà, qui ai appuyé. Mais, donc, c'est à remarquer. Mais en même temps, j'essaye d'être délicate parce que je n'aime pas du tout les choses plaquées. Là, ça sort, voilà, naturellement. Je le remets au montage. Il y a un gros travail. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est au tournage, il faut passer outre sa propre censure et sa propre pudeur pour récolter. Et au montage, c'est vraiment le moment du tri et comment on agence les choses les unes par rapport aux autres pour arriver à quelque chose d'équilibré, de juste, pour qu'on ne sente pas qu'on sente pas le travail en fait. C'est-à-dire qu'on regarde ça, on a l'impression que tout coule et que tout s'est fait très naturellement, mais voilà. Et tout en gardant le respect des gens qu'on filme et en faisant attention à ce qu'on raconte d'eux, parce qu'on a cette responsabilité en tant que réalisateur de cinéma direct, réalisatrice. On a la responsabilité des gens qu'on filme, et ça c'est très important. Et de les montrer, d'une façon honnête, juste, ni d'en haut ni d'en bas, quoi. Mais voilà, des gens, des humains comme nous, voilà, avec nos travers. Cette justesse-là, elle se trouve au montage, qui prend du temps. En plus, là, j'avais des strates différentes de temps, de temporalité, de flashback, de retour au présent, voilà. Et il y a à la fois quelque chose de très... presque une architecture, quoi. Et en même temps, il faut aussi, là aussi, laisser l'intuition agir et se laisser porter par des associations d'images. Une image en amène une autre et se dire, ah bah oui, bah là, ça marche. Et voilà, et accepter aussi, là aussi, le surgissement du réel dans le montage parce qu'on colle deux images ou deux sons et que hop, ça marche, quoi. Et je pense que l'art passe par là, c'est-à-dire par cet endroit-là. On n'est plus dans le mental, dans le calcul mental, quoi. On est dans la poésie, quoi. Hein, Quand vous décidez de faire ce film, donc on parle évidemment là du handicap de la surdité
surdité. Mais j'ai l'impression aussi enfin, vous me dites si je me trompe, mais qu'il y a aussi cette volonté de vouloir parler aussi des accompagnants, ceux qui sont autour de la famille, là, pour le coup, c'est la famille hein, en soi. Et je voulais avoir votre avis aussi sur... Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est pas tant le portrait d'handicapés ou comme on a pu voir, je sais pas, les champions et tout ça. C'est plus autour. Et là, dans le cadre familial, c'est la première communauté, c'est la première petite société auquel qu'on affronte, on affronte ou dans laquelle on atterrit quand on est. Et parfois, on ne se sent pas forcément en faisant partie, par exemple, ou d'autres fois, on a des places assignées parce qu'on est l'aîné, parce qu'on est le cadet, parce que voilà. Et donc, moi, c'est tout ça qui m'intéresse parce que souvent, on répète ce genre de place par la suite. Et donc, il vaut mieux la connaître pour savoir aussi après se réinventer avec sa propre place et pas une place assignée qui viendrait de celle qu'on a eue dans la famille. Donc c'est un film à la fois qui raconte une histoire tout à fait unique, une famille personnelle, quoi, enfin une intimité unique, et qui, parce qu'elle est unique, peut aller à l'universel parce qu'on va pouvoir s'y retrouver, s'identifier, certains au père, à la mère, à Manon, cette formidable fille vraiment avec incroyable, un gros caractère, et on le avec voit en plus depuis qu'elle est beaucoup jeune. de solarité, voilà, ou même au petit Mathéo, enfin peu importe finalement par quel biais on rentre dans cette famille, mais ça permet l'identification. Du coup, ça passe par l'intelligence émotionnelle. Et pour moi, bon voilà, c'est là-dessus que je travaille. Il y a d'autres gens qui travaillent plus sur du militantisme ou des choses comme ça. Il faut de tout. Mais moi, je travaille là parce que je pense que ça peut éveiller les esprits. Enfin, parce que j'espère qu'on peut surpasser les peurs. Parce qu'en fait, le handicap, le problème, c'est que ça fait peur. Et que du coup, c'est rejeté parce que ça fait peur. Enfin, comme beaucoup de discriminations. Donc voilà, si ce film peut servir à faire avancer un peu le schmilblick, de rendre sensible parce que le spectateur traverse et s'identifie au personnage du film. Parce que justement, on voit que dans cette famille-là, il y a des caractères, il y a des façons de réagir différentes. Et donc dans cette fratrie-là, il y a Barbara, qui est du coup la seule des 3 enfants qui n'est pas atteinte de surdité. Et donc on voit dans le documentaire qu'elle est absente, mais elle est présente dans le passé grâce aux archives. Et justement, comment vous expliquez alors ce choix? C'était pas un choix parce que, enfin, dans le sens, elle n'était pas là dans la réalité de ce moment-là. Mais comment vous expliquez cette place aussi dans cette fratrie-là et comment aussi elle a pu gérer tout ça? En fait, Barbara, c'est l'aînée. C'est l'aînée, elle est entendante et donc du coup, c'est la super aînée, quoi. C'est-à-dire, c'est l'archétype pratiquement de la sœur aînée, puisque du coup, elle se retrouve avec une petite sœur d'abord et un petit frère ensuite, sourds. Et donc, elle a dû évidemment beaucoup porter et beaucoup se mettre un peu en retrait parce que ses parents, évidemment, se préoccupaient beaucoup de l'intégration de leurs 2 enfants sourds. Et elle n'est pas venue au présent, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans la partie présent du film, parce qu'en fait, elle a encore du mal à digérer le drame qu'ils ont Bien traversé. Et maintenant, aujourd'hui, qu'elle a vu le film, puisqu'elle l'a découvert en même temps que ses parents et sa sœur, dans la toute première avant-première qu'on a fait, elle a adoré le film, enfin elle aime beaucoup le film et elle le porte elle-même en avant-première. Ah, génial. Et ou qu'elle anime elle, parce que vraiment son point Elle de anime vue. aussi Oui, film, elle c'est anime génial. le débat parce que c'est vrai que son point de vue est très intéressant. Mais je trouve qu'elle existe beaucoup dans le film quand même. J'ai tenu à ce Bien qu'elle sûr. soit vraiment présente parce que elle est toute jeune, elle a d'abord 12 ans et après 20 ans. Elle a déjà compris
beaucoup de choses du fait de son expérience dans sa fratrie. On voit dans sa façon d'être, je trouve dans les images d'archives, qu'il y a une maturité extrêmement forte, mais je pense, comme vous le dites aussi, ça a été, je pense, un troisième parent. Une petite figure, maman. Exactement, une petite maman, parce que on voit à des moments où elle essaye un peu de calmer Manon. Il y a une scène qui me revient en tête où Manon lui dit: mais est-ce que toi t'es sourde? Est-ce que toi tu veux ma place? Que tu veux ma place? Elle est déjà très mature. C'est une fille très chouette, Barbara. Bien sûr, j'ai regretté qu'elle soit pas là parce que j'avais très envie de les retrouver les deux 25 ans après, perchés dans l'arbre. Mais en même temps, je respecte aussi son choix. Après, moi, j'en ai joué aussi avec parce que effectivement, dans le film, et je vois que ça marche pas mal auprès du public, c'est-à-dire qu'en fait on attend son arrivée, quoi. Son absence, finalement elle marque plus que peut-être sa présence n'aurait marqué. Oui, justement, moi je trouve que c'est aussi, même si ça n'a pas été fait exprès, ça n'a pas été volontaire de votre part et de la part de personne d'ailleurs, mais je trouve que ça a rajouté aussi quelque chose de ne pas la voir au présent. Parce que comme vous dites, enfin moi je pense que j'avais compris qu'elle n'arriverait jamais. Je pense que c'était intéressant justement qu'on n'ait que cette image-là d'elle enfant et dans le début de l'âge adulte, parce qu'on comprend qu'elle veut être orthophoniste et qu'elle le devient. Oui. C'est ça. Donc il y a aussi un lien assez beau de prolongement de elle, ça fait sa force en fait aussi. Oui, puis là par exemple, dans ce que vous racontez, c'est toujours pareil, c'est le spectateur qui finalement travaille, parce que je considère le spectateur comme quelqu'un d'intelligent. Soit ceux qui ont envie des familles réunies, ils espèrent toujours dès qu'ils voient une voiture que Barbara va arriver. C'est intéressant de voir aussi comment le film permet aux gens de travailler, d'échafauder des possibilités, quoi. Est-ce que dans ce film-là, il y a une idée de dénoncer ou de questionner l'éducation nationale dans la détresse des parents, la détresse de Maxime aussi, comme on le comprend dans le film? Par rapport à ça, est-ce que vous trouvez que par rapport à avant, il y a des améliorations ou des choses qui ont été faites ou non? Alors évidemment que, comme c'est qu'une question de choix, faire un film, de quoi j'ai envie de parler, qu'est-ce que je filme, qu'est-ce que je garde, évidemment que la question de l'éducation nationale, elle me paraît très importante, vraiment, parce que c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a des enfants aujourd'hui handicapés qui n'ont pas de place à l'école. Et ensuite, il y a des enfants comme Maxime qui n'ont pas eu la chance qu'avait Manon, qui était plus entourée d'AVS, c'est les aides de vie scolaire et tout ça, qui sont de moins en moins nombreuses aujourd'hui. Donc il faut qu'on se réveille, qu'on continue à se battre pour l'inclusion. C'est pas du tout acquis, c'est-à-dire que l'inclusion qui consiste simplement à ouvrir les écoles et à mettre un gamin sourd dans une classe que d'entendants, il faut quand même pas appeler ça de l'inclusion, quoi. Et ça doit être complètement tétanisant de ne pas pouvoir se faire comprendre de personne dans une classe. Donc non, les choses n'avancent pas dans le bon sens. Il faut que les institutions se réveillent. Tout le domaine de la santé aussi, qui sont les premiers interlocuteurs des familles et qui doivent aussi accompagner les familles sur le chemin, parce que là, par exemple, eux ne connaissaient rien à la surdité, donc ils étaient complètement en train de découvrir ça et en même temps d'élever leurs enfants. Et donc c'est compliqué et on ne peut pas tout donner comme charge à la famille, quoi, parce que il y a des familles qui ont un peu de temps, il y en a d'autres qui ont moins de temps, moins de moyens, ou voilà, et donc il faut arriver à accompagner. Donc, l'école est fait pour ça, le système de santé aussi, mais en France aujourd'hui, non, on ne peut pas dire que les choses s'améliorent. Est-ce qu'on a dans la famille, on voit que Barbara, c'est une des seules qui pratique la langue des signes. Je pense aussi que c'était pour avoir un lien avec ses frères et sœurs. Je pense que ça les lie aussi. Comment vous interprétez aussi le fait que peut-être pour les parents, c'est moins quelque chose de naturel? Est-ce que c'est par peur de l'exclusion, par essayer d'habituer en fait, les médecins leur avaient recommandé de ne pas pratiquer la langue des signes. D'accord, c'est les médecins. Pour ne pas empêcher l'oralisme.
Bon, c'est toujours pareil, c'est toujours en voulant bien faire des fois qu'on ne fait pas bien. Donc eux, bon, bah, ils se sont dit, on va pas se mettre à la langue des signes tout de suite parce que, en fait, eux, ils voulaient que leurs enfants leur ressemblent. C'est aussi donc qu'ils soient dans l'oralisme. Moi, j'ai aucun jugement par rapport à tout ça parce que je pense que j'aurais fait exactement la même chose. En fait, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a comme info. Donc tout est affaire de situation. Aujourd'hui, les choses semblent s'améliorer là-dessus parce qu'on considère que l'un n'empêche pas l'autre et que finalement, il faut que l'enfant surtout se sente bien dans son expression. Et en fait, dans la famille de Manon, les enfants sont mis tard à la langue des signes, c'est-à-dire à l'adolescence. Et puis maintenant, Manon, sa langue maternelle, c'est la langue des signes. De toute façon, la langue des signes, c'est la langue des sourds. C'est comme ça. Elle a appris en quelques mois parce qu'en fait c'est très instinctif pour eux, ils sont très visuels, ils apprennent très vite et puis ils ont besoin. Barbara qui est plus proche puisqu'elle c'est la sœur, elle a eu envie de pouvoir les accompagner là-dedans et les parents se disant bon non attention ils vont plus oraliser, ils vont partir dans la langue des signes et puis s'enfermer là-dedans, bon bref voilà alors. C'est vrai qu'il y a eu longtemps une guerre entre la langue des signes et l'oralisme chez les sourds, parce qu'en fait, chaque enfant trouve son expression la plus adaptée. Pour Manon, voilà, à la fois l'oralisme et la langue des signes, ça a très bien marché. Maxime demandait beaucoup plus de langue des signes, enfin, il était beaucoup plus à l'aise dans la langue des signes. Pourtant, c'est la même famille, le même amour. Chaque enfant est différent, et c'est pas un sourd, c'est pas tous les sourds. Il y en a qui sont sourds un peu, beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une tolérance plus, voilà, que les médecins sont en train de se dire, bon quand même. Ils arrêtent de dire la langue des signes. L'implant, c'est pas miraculeux. C'est pas je mets un implant et hop, tac, j'entends, et puis j'entends comme les entendants. Un implant, vous le voyez dans le film, on entend du bruit, mais on n'entend pas les paroles. Donc il faut la lecture labiale. Donc voilà, donc tout ça s'améliore aussi, ça avance, enfin, la technologie avance, mais il faut garder la langue des signes, il faut défendre la langue des signes parce que c'est la langue des sourds. Bien sûr. Dans ce documentaire-là, vous exploitez aussi le thème du deuil, qui est, on va dire, qui a une place en tout cas importante. Est-ce que pour vous, c'était important donc, d'en parler en effet, mais de ne pas centrer tout le film que sur ça? Oui. Oui. En fait, le personnage de Maxime, il existe dans le film. Il est là aussi de par les sons et tout ça. Enfin, il est travaillé différemment que les autres personnages. Et ça me semblait important d'ailleurs de parler des deux parcours. Manon, c'est une championne de la vie. Hein. C'est une fille qui a un tel caractère, une telle volonté, une telle énergie que, bon, elle arrive à chaque fois à dépasser les obstacles. Et il se trouve que dans cette famille, on a ces deux parcours côte à côte. Comme j'aime pas le pathos non plus et que je voulais pas appuyer comme ça sur une tragédie, quoi, quand même. Donc je l'ai traité en essayant d'être au plus juste du moment où ça se passait, c'est-à-dire quand même avec un certain temps qui est passé depuis sa disparition, voilà, et au bon moment aussi pour eux, puisqu'il y a des nouveaux projets, il y a les enfants qui arrivent. C'est pour ça que je pense qu'on sort de ce film, non pas effondré, mais avec de l'espoir, parce qu'en fait, c'est le thème principal du film. C'est-à-dire que c'est la vie qui nous tend à chaque fois des perches pour pouvoir continuer à avancer. Et c'est ça qui fait que vous êtes sortis avec de l'espoir, parce que comme c'est un film sur la parole et qu'on sort un peu les choses de sous le tapis, là, ça donne aussi à connaître la fonction de la parole et la fonction de l'écoute qui permettent de ne plus être ensevelis par le passé, mais faire avec en le connaissant, mais plus allégé, quoi. Oui, et puis je trouve il y avait dans les discours, que ce soit du père, de la mère ou aussi entre eux, il y avait aussi quand même un discours on le fait vivre aussi à travers nous tous. Même si c'est, comme vous dites, c'est une réalité, c'est une tragédie,
j'ai l'impression qu'on a emmené quand même un peu de la joie de vivre de Maxime et qu'on l'a un peu mis là-dedans aussi. Bah, voilà, ils sont comme ça. Enfin voilà, C'est naturel. On fait pas sans, on fait avec. C'est leur manière et je l'ai trouvée belle à filmer, quoi. Tout à fait. Voilà. C'est quoi les choses que vous avez retenues de ces moments avec cette famille et aussi avec Manon, qu'est-ce que vous avez retenu en fait de ce documentaire, de cette histoire? Bah, surtout l'utilité de la parole, quoi. C'est-à-dire, en plus j'aime pas les films trop bavards, mais le mien l'est. C'est vrai que c'est nécessaire. Il faut qu'on exprime au mieux nos ressentis pour pouvoir se faire comprendre, parce que c'est pas du tout évident, en fait. On est très singuliers chacun, vous, moi, d'autres, enfin bref, voilà, et c'est cette singularité qu'il faut aborder, mais vraiment comme une singularité. Et qu'on soit sourd, aveugle, avec des orientations sexuelles différentes, tout ça, c'est toujours très singulier. Et donc, que pour se connaître ou pour échanger, on a besoin de la parole. Et bien sûr, il y a des choses aussi qui passent par l'empathie, par la chimie, par la sympathie et tout ça. Mais quand même, de temps en temps, mettre les mots sur les choses, ça précise. Ça précise, ça peut soulager. Et puis surtout, ça permet de mieux connaître. Et du coup, de mieux s'accepter. Le but, c'est quand même qu'on arrive à mieux vivre avec nos différences, ouais, quoi. Parce qu'on ne sera jamais tous pareils. Un cri du cœur avec nos différences. On a un petit rituel dans le dernier mot de trop. On doit résumer en un mot le documentaire. Non, vas-y, tu commences. Moi, je vais tricher. Je vais en dire 2. Ça commence bien. Je vais tricher. Voilà, je m'autorise, je vais tricher. Je vais dire faire avec. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais moi c'était le mot que je voulais utiliser. Il y a déjà 2 mots dans faire avec. Hein. C'est ça. Donc faire avec, c'est les 2 mots que j'utiliserai parce que pour moi ce film c'est vraiment ça. C'est ça. On fait avec, mais on avance et on sait qu'on a un passé, qu'il y a une tragédie aussi des choses, mais on avance, la vie est belle, quoi. Ouais, c'est bien, hein. C'est bien faire avec. Alors là, je suis battue. Il faut que je trouve mieux, mais bon, je trouve pas. Hein. Moi, j'aime tolérance, quoi. Moi, j'aime la tolérance. Voilà. J'aime quand on... Voilà, j'aime ce mot, là. Voilà, je dirais ça. Tolérance. Mais faire avec, ça me plaît beaucoup. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression de faire toujours avec. Ouais. Tu vois, en tournage, je fais avec, il pleut, je fais avec, on n'a plus de son, il faut faire avec. Et c'est la vie, hein. C'est vraiment la vie, hein, faut faire avec. Et c'est jamais linéaire. Mais merci beaucoup en tout cas, merci Dominique Fischbach, pour ce super film qui sort le 10 décembre au cinéma. Et allez-y parce qu'il est super génial et on a hâte d'avoir vos avis. Merci beaucoup. Vous n'entendez pas. Même 8 ans après, c'est toujours difficile. C'est douloureux, ouais. Hein? Qu'est-ce qu'il y a derrière pour toi, cette colère, c'est quoi? Un abandon comme ça, tout à fait, dans l'éducation nationale. C'est vrai que si on avait été informé de ça, on aurait pu... C'est inimaginable, là, je ne pourrais pas l'imaginer. Je vais vous battre. Ah bah. Je suis impressionnée par la force que vous avez.